Bonjour, nous sommes le 30 août, il est 10h30, quelque chose comme ça. Nous allons tourner une nouvelle capsule. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà, peut-être que le sieur Oxo va daigner nous suivre. Bonjour Oxo. Ah, bonjour, j'ai déjà vu beaucoup de fois. Hein. Donc voilà, peut-être oui, peut-être non. C'est normalement un peu tôt pour lui, c'est pas vraiment son heure. Et j'essaie d'apaiser les esprits parce que il se passe ici des choses. Bon, il se fait que Goliath a plein de paniers. Un, deux, trois, plus un coussin. C'est tous ces paniers et coussins. Mais Oxo a colonisé depuis samedi ce panier-là. Parce que comme ça, il voit là-bas la trappe à chat et il voit si Rosette vient envahir son territoire. Et donc, bon, ça pose problème. Parce que Goliath ne l'a pas vu d'un très bon œil. Ça s'est passé hier, mais aujourd'hui matin, ça a tourné à querelle. Donc, on essaie de contenter tout le monde. On part en promenade. On va voir si Oxo se joint à la troupe. Regardez ici la chose. Et voilà. Oxo! Oxo? Il lui faut parfois un peu de temps pour réagir, mais je vous dis, c'est pas son heure. Ouf. Oh, oh. Monsieur Oxo est fatigué. Faut dire, je pense qu'il a passé une bonne partie de la nuit dehors. Oxo, tu viens ou pas? Bon, pas d'Oxo pour aujourd'hui, ok. Bah écoutez, je serai moins distrait par ces facéties et autres cabrioles, roulées, boulées, glissades, grimpe aux arbres, etc. Donc on va se contenter de Goliath et de moi, comme ça je me concentre sur ce que j'ai à vous dire parce que c'est important. Bon, voilà, je suis obligé de remettre une couche à cette histoire de... Il est là, hein. Il est là, nom d'une pipe. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Il est là, hein. Et si vous voulez être certain que c'était pour de vrai, voilà la chose. Allez, et on est parti. Oui, oui, oui. Bon, alors je vais mettre Goliath en laisse parce que sinon ça va être ingérable. Et il faut que je me concentre absolument sur ce que j'ai à vous dire parce que c'est très important. Rebelote, oui, obsession HB1C, je sais. Et alors je dois me défendre parce qu'on m'attaque de toutes parts. Chers internautes, je vous entends. Visiblement, pour vous, les témoignages que j'ai donnés la semaine dernière, c'est du pipeau. Il vous faut des explications physiologiques. Voilà. Ça marche. Les explications physiologiques, c'est bon. Ce que je vous ai raconté, qui est basé sur des évidences, ça n'a pas l'air bon. Il faudrait que je vous donne les explications physiologiques. Ben, je vais vous les donner à ma façon. Voilà la chose, là. Mr. Oxo qui suit. Mr. Goliath qui va arroser tous les réverbères, tous les parterres de la rue. Donc, ça vous plaît, les explications physiologiques apportées par l'inventeur, le docteur de la Bosse, et par les fans de la chrononutrition. Des belles explications physiologiques. Je n'en disconviens pas, ce sont de belles explications physiologiques, mais qui ne sont validées par rien. Publication revue par des pairs, niet. Preuve expérimentale, niet. Cas vécu de patients qui sont contents de ça. Bon, ça se passe pas toujours très bien avec les chiens des voisins. Oui, beaucoup de patients suivent ça, des millions visiblement. Mes collègues, super enthousiastes. Oui, très bien. Bon, mais le problème, c'est que ces goûters sucrés à 16 heures et le fait de manger souvent, parce que quelque part, si on se lance dans les snacks,
à 16 heures, bon, ça commence, hein, il leur faut, alors voilà, le dogme chrononutritif, c'est petit déjeuner le matin, tôt le matin, 7 heures. Hein, on ne peut pas rester sans manger, on ne peut pas sortir de son lit et on ne peut pas survivre sans nourriture. Bon, là, je suis dubitatif. Maintenant, où je suis d'accord, c'est de commencer par des protéines, un premier repas qui est protéiné et gras. Bien entendu, je suis 100% partisan de ça. Et voilà Oxo qui arrive. Je suis 100% partisan de ça, mais, pourquoi nécessairement à 7 heures? À la limite, il y en a qui vont finir par mettre leur réveil pour être certains de manger tôt assez. Bon, ok, why not? Mais, bon, ça commence à 7 heures. Il y a... regardez la bestiole. Et voilà, on se défoule. Allez. Oxo, c'est par ici que ça se passe. Allez, viens avec nous. Ah, je savais bien qu'il allait faire des facéties et nous distraire. Et donc, en fin de compte, on doit petit déjeuner dès l'aube. Bon, à midi, évidemment, il y a un lunch. Et puis, il y a le goûter sucré, parce que sinon, on n'a plus du tout de sérotonine. Elle est détruite, elle est volatilisée. Puis, évidemment, il y a un dîner. Bon, on mange déjà 4 fois sur une plage horaire qui est longue. Typiquement, 13 heures. Commencez à 7 heures du matin, finissez à 8 heures du soir. Enfin, il y a moyen de le faire en 12 heures, oui. Mais à ces 12 heures s'ajoutent 4 heures de digestion. Donc on est à 16 heures ou 17 heures où le système digestif ne s'occupe que de digérer. Reste 7 ou 8 heures pour l'auto-nettoyage. Il y a un déséquilibre. Okay. Alors, en fait, moi, quand je vous parle du jeûne intermittent, ce n'est jamais que de ramener l'équilibre. 12 heures de digestion, on mange pendant 8 heures, 4 heures pour digérer à la fin du dernier repas. Il peut y avoir 3 repas sur 8 heures, ça me dérange nullement, ou 2 repas et une collation. La collation, évidemment, ne doit pas être sucrée, parce qu'il n'y a jamais aucune collation qui doit être sucrée. C'est une aberration totale, je vais vous expliquer encore une fois pourquoi. Et... donc on mange pendant 8 heures, on digère pendant 4 heures, ce qui fait 12 heures, et on a 12 heures pour l'auto-nettoyage. Le fameux complexe moteur migrant. Bon, ça, c'est équilibré, c'est sain pour l'intestin. Alors moi, je ne suis pas tellement dans le jeûne intermittent perte de poids. Vous savez, moi, j'ai plein de patients qui avaient des problèmes intestinaux graves, à qui j'ai suggéré le jeûne intermittent. Certains l'ont fait par eux-mêmes et ça a fait énormément de bien aux intestins et c'est très, très, très logique. C'est de la physiologie. Ça, c'est une explication physiologique que je vous donne. Contrairement à toute cette fadaise de la chrononutrition, elle est publiée scientifiquement. Alors, je ne vais pas passer mon temps à vous mettre des références. Vous allez sur PubMed, vous allez éventuellement même sur Google et vous verrez, il y a plein d'évidences scientifiques qui vous parlent du complexe moteur migrant et de ses bienfaits pour l'intestin. Et c'est ce que la nette majorité de mes patients fait. C'est un jeûne intermittent raisonnable, 16-8. Certains aiment bien de faire plus. Moi, j'aime bien de pousser à 24, mais bon, ça me regarde. Et c'est parce que je ne propose jamais ça d'emblée. Et quand les gens font du 12-12, hein, comme la plupart font, je leur dis, écoutez, ne sautez pas de 12-12 à 16-8, c'est chercher les problèmes. Vous passez de 12-12 à 13-11, 14-10, 15-9, et puis vous faites 16-8, et s'il vous faut 1 an pour arriver à 16-8, c'est absolument pas un problème. Vous mettez le temps qu'il faut pour faire du 16-8. C'est pour une histoire, ça. Du jour au lendemain. Je me suis mis au jeûne intermittent, après une semaine, j'avais des maux de tête, j'avais faim, j'avais ci, je me sentais mal. Oui, vous changez complètement des habitudes qui datent depuis des décennies, et du jour au lendemain, vous faites quelque chose de totalement différent. Vous croyez que votre corps est content? Pas du tout. Il n'est pas du tout content. Bon. Je jette un œil, parce que Oxo, à mon avis, Oxo va débarquer où il a fait la rencontre d'une souris, et je voudrais pas être la souris. Mais Goliath, lui, il va de l'avant.
Donc, moi, la formulation que j'ai du jeûne intermittent est celle que je viens de décrire. Il y a plein d'autres formes de jeûne qui peuvent être intéressantes, que certains préfèrent. Bon, moi, je vous dis ce que moi je fais et ce que moi je préconise pour mes patients. Okay, bon, des preuves scientifiques soulignant les bienfaits du jeûne intermittent, il y en a des tonnes. Hein. Un naturopathe avec lequel je commence à bien collaborer a mis un lien vers un bon article qu'il a fait et qui figure sur son site internet, donc vous pouvez le trouver sur ma page Facebook, mon profil Facebook. Et donc, enfin bref, il n'y a même pas besoin nécessairement de cet article. Il y a des centaines d'articles qui sont publiés dans des revues médicales où il existe une supervision par nos pairs, donc peer reviewed en anglais. Et voilà, c'est quand même, ça ce sont des références scientifiques. Moi, je veux voir les références scientifiques qui démontrent, ou qui en tout cas soutiennent, parce qu'il n'y a jamais rien qui démontre rien, on peut tout trouver et son inverse, mais je veux voir des références scientifiques solides, peer-reviewed, qui justifient ce roman feuilleton de sécrétion d'enzymes digestifs à certaines heures de la journée, etc. Je ne nie pas nécessairement ces faits-là, je ne m'intéresse pas tellement de les vérifier ou de ne pas les vérifier, mais pas d'oxo, hein. Bizarre ça, hein. Bon, je vous dis, c'est trop tôt le matin. Et donc, ces explications physiologiques, ce n'est pas valable, ça. Parce que la physiologie et la biochimie humaine sont extraordinairement compliquées. On peut toujours pondre une explication qui est un peu une pièce qu'on met sur le trou qu'on veut combler. L'explication physiologique, il faut qu'elle soit publiée et peer-reviewed. Elles ne le sont pas. Bon, allez voir, elles ne sont pas. Et donc, je veux dire, j'ai failli dire creuser mon trou, mais c'est presque ça, parce que c'est la lalie, hein, je me fais attaquer de toutes parts. Étant donné que l'immense majorité des nutritionnistes, des naturopathes, des médecins fonctionnels sont tout à fait séduits par la chrononutrition. Et alors, j'ai des commentaires très intéressants, hein, c'est très intéressant tous ces commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, j'ai des commentaires d'internautes qui me disent « Ah, mais on m'a toujours dit ». C'est intéressant, hein. On m'a toujours dit. Bon, analysons la phrase, parce qu'elle est répétitive, hein, ça revient toutes les 20 minutes, je reçois ce genre de commentaires. Ah, mais on m'a toujours dit l'inverse. Bon, ok. Bon, déjà, un début plutôt foireux. Toujours. Pouf. Donc, ce mythe est ancien. Effectivement, la chrononutrition, qu'est-ce que j'ai dit enfin, vous savez, ça... Le mot me dérange, vous voyez, alors je le bafouille, parce que voilà, c'est mon subconscient qui parle. La chrononutrition date du siècle dernier, donc c'est pas un concept nouveau, donc on a toujours dit, il y a des générations de naturopathes qui annonnent cette pseudo-science. Des générations, donc on a toujours dit, donc c'est vrai. Mais renvoyons-nous au XVe siècle, mais on a toujours dit que la Terre était plate, hein. Mais donc elle l'est. On m'a toujours dit que la Terre était plate, donc elle l'est. Et ceux qui ont dit le contraire, se sont fait vilipender, si pas pire. Alors, on n'a pas encore fini avec la phrase. On toujours dit. Oui, on m'a dit. C'est une rumeur, c'est une croyance, c'est une fable. Mais ça ne vaut rien, ça. C'est un mythe. C'est un mythe que je me suis mis en tête, pas de détruire, parce que, vous savez, je ne sais pas moi, c'est comme les guerres de religion, hein, c'est oh là là, j'ai mis le doigt sur quelque chose, mon Dieu. Quel crime de lèse-majesté. J'ose dire le contraire de ces « on ».
Alors moi je le dis aussi, parce que ici c'est une vidéo donc je vous parle, mais vous allez sur votre ordinateur, vous faites une recherche basique simpliste et vous regardez les références scientifiques. Il y a tout ce qu'on veut comme référence scientifique, parce que pourquoi est-ce que je suis contre cette farce du snack sucré à 16 heures? Mais tout simplement parce que ça provoque un pic de glucose, 2, un pic d'insuline, 3, une augmentation de l'hémoglobine glycosylée qui reflète tous les pics de glucose. Mais s'il n'y en avait qu'un, ce ne serait pas grave. Probablement que ça passerait, sauf cas difficile, sauf cas compliqué. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, parce que, il faut que je rappelle ça à chaque fois, je m'adresse ici à des gens plutôt dans l'âge mûr ou davantage. Je ne m'adresse pas à des jeunes très actifs qui ont de très bons taux d'HbA1c, qui ont une insuline basse, qui ne font donc absolument aucun problème dans leur métabolisme des sucres. Bon, ceci dit, même si on est jeune, c'est quand même bon de prendre les bonnes habitudes, pour plus tard. Enfin, quelqu'un de jeune qui mange des fruits à 16 heures, qui s'est bougé toute la journée, qui me montre sa prise de sang où l'insuline est bonne, l'hémoglobine glycosylée est bonne, les triglycérides sont bons, la glycémie à jeun est bonne, et l'acide myristique correct, moi je suis content. Mais moi c'est pas ce qu'on me montre. Moi je suis médecin, je vois des gens qui ont des problèmes, ou alors des gens qui veulent faire de la prévention. Dans les deux cas de figure, vous savez maintenant ce que je leur explique. Celui qui va bien et qui n'a pas envie de faire de la prévention, ou qui a peut-être une histoire familiale super béton, etc. Tout le monde a toujours bien vécu, des grands-parents très âgés ou qui sont décédés mais à un bel âge, sans démence, sans maladie d'Alzheimer, etc. Voilà, ce que je dise, moi, ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas là en train d'imposer une dictature sanitaire. Ce n'est pas mon propos. Moi, je réponds à tous ceux, et c'est là qu'il y avait des témoignages la semaine dernière. Bon, c'est dommage que ça n'a pas l'air de vous intéresser, parce que ça, c'est quand même le vécu, c'est le réel, alors qu'un livre, ce n'est jamais que du papier et de l'encre. On vous vend des livres, vous regardez à la fin du livre, s'il n'y a pas de référence scientifique, vous ne le lisez pas. Vous ne le lisez pas. Le premier gros livre que j'ai écrit, oui, c'est le premier tout court, il était gros, et voilà. Ça m'a mis 2 ans, il y avait 512 pages, il y avait presque 1400 références scientifiques. C'est un livre. Je développe tout un tas de concepts, j'affirme un certain nombre de choses et je mets systématiquement à chaque paragraphe, presque à chaque ligne, il y a une référence scientifique. Mais non, il y a des auteurs, attention, ça peut être intéressant pour information, mais de là à croire nécessairement, quand je vous dis ne lisez pas, ne lisez pas, ne croyez pas ce que vous lisez en tout cas. Vous pouvez lire, il y a des théories qui sont intéressantes, qui font avancer le schmilblick, comme je dis. Voilà, côte ici. Voilà, on voit ma maison là au-dessus derrière les arbres. Et Oxo brille par son absence. Mais Goliath, lui, forcément, il me dirait il est en laisse. Mais vous voyez que c'est quand même lui qui me dit où on va, comme d'habitude. Et donc, cette nécessité de référence scientifique est incontournable. Maintenant, que des auteurs exposent des théories, c'est comme ça que la science évolue. On peut lancer des hypothèses, etc. Mais si 25 ans après, ou je ne sais même plus, 35 ans après, ce n'est pas étayé par une recherche scientifique solide, forget it, tournez la page. Bye bye la chrononutrition. Parce que la chrononutrition favorise la glycation. La glycation est un phénomène parfaitement décrit qui rencontre l'unanimité scientifique
qui est un moteur majeur du vieillissement, et notamment du vieillissement cérébral, entre autres choses. C'est un facteur de risque cardiovasculaire aussi. Et puis bien entendu, quand ça s'aggrave, ça va vers le prédiabète, HbA1c 5,8% et au-delà, et puis finalement vers le diabète, HbA1c 6,5%. Ça, c'est de la glycation. Alors, vous avez besoin de plus d'explications physiologiques. Quand il y a le pic de glucose du snack sucré à 16 heures, vous stimulez, vous entretenez, vous aggravez une attirance pour le sucre. Vous allez vraiment dans le sens opposé de ce que moi j'essaie d'obtenir avec mes patients. Parce qu'avec mes patients, j'essaie toujours de diminuer leur appétence pour le sucre. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'accroître leurs envies de sucre, leur pulsion sucrée, en renforçant cette tendance que beaucoup ont déjà d'avoir envie du sucre à 16 heures? Mais quelle est la logique de ça? Aucune. Tout un blabla de neurotransmetteurs, encore des explications physiologiques, bon, qui ont probablement certaines références scientifiques, mais vous savez, les neurotransmetteurs, c'est bien joli, mais je peux vous dire que il faut d'abord commencer par les problèmes les plus graves. Les 3 grands fléaux du monde moderne dans les maladies dégénératives, c'est l'inflammation, l'oxydation, la glycation. Je ne vais pas faire des recommandations à mes patients qui vont les inciter à aggraver leur glycation avec des snacks sucrés, parce que primum non nocere, je ne conseille pas des choses néfastes. Et ça, c'est quelque chose de néfaste. Alors vous me direz, oui, docteur Mouton, et les neurotransmetteurs dans tout ça. Mais je rejoins les préceptes alors de mes collègues. Premier repas, protéiné et sucré. Oui, me fait à force. Premier repas, protéiné, pas sucré. Et donc protéiné, les protéines viennent souvent avec des graisses, donc plutôt protéiné et gras. Et pas sucré, mais du sucre à la fin, en quantité raisonnable, ne me dérange pas. Donc voilà, il n'y a pas... C'est pas de la torture ici que je vous propose. Maintenant, pourquoi est-ce que ce premier repas doit être pris à 7 heures? Là, je vais vous donner la vraie explication. Parce qu'on me dit, ah, mais s'ils ne mangent pas à 7 heures, ils sont dans le coma. Ils sont fatigués, ils n'ont pas le moral. Ah ben oui. Parce qu'ils ont besoin de manger tout le temps, parce qu'ils ont un système de glycémie oscillante, à cause justement de ce principe débile de chrononutrition et de snacks sucrés. Mes patients qui font ce que je viens de vous expliquer ne sont nullement raplapla le matin à 8 heures s'ils n'ont pas mangé. J'ai l'air raplapla là, il est 11 heures. Vous croyez que j'ai mangé un petit déjeuner protéiné et gras? Je mangerai un repas protéiné et gras tout à l'heure quand j'aurai faim. Je ne sais pas encore exactement quand, peut-être 14 heures, peut-être avant, peut-être après. Je vais écouter ma faim. Oh, regardez le bel escargot. Ah, j'adore les escargots. Regardez ça. Tout en antenne dehors. Toujours vous montrer un peu de nature quand même. Et donc, je veux dire, ça a l'air séduisant. Mais les gens qui ont adopté un système qui n'est pas basé sur les oscillations de glycémie, mais non d'un chien, ils n'ont pas de problème quand ils se lèvent le matin de déprime et de fatigue. Parce qu'ils commencent à brûler du gras, ce qui est d'ailleurs fort intéressant. Et ils sont tout à fait neurotransmetteurement, si vous me permettez, aptes. J'ai des centaines de patients qui font ça. Ils sont aptes. En plus, il y en a quand même un certain nombre. Et c'est beau, hein, un certain nombre qui sont, je vais dire,
hein, des gens qui ont de grosses responsabilités. J'ai des patients qui ont 200 000 employés, 150 000 employés, 50 000 employés, ils ont des responsabilités. Eh bien, figurez-vous que le matin à 8 heures, eh ben, ils n'ont pas pris de petit déjeuner et ils sont quand même capables, et je dirais même très contents, d'assurer ces responsabilités. Enfin, maintenant, j'ai d'autres patients qui sont des gens en plus comme tout le monde et qui s'en trouvent bien aussi. Il faut essayer, il faut implémenter ce décalage du premier repas, mais moi, si vous faites un jeûne intermittent tôt, vous mangez à 10h du matin et vous finissez de manger à 18h, c'est très bien, c'est probablement mieux. C'est un peu asocial ou c'est un peu difficile à mettre en route dans notre contexte socioculturel, mais c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Moi, j'aime bien un peu plus tard parce que finir de manger très tôt et puis après le soir, ça me travaille l'esprit. C'est purement psychologique, c'est aussi une question d'habitude, hein. Bon, ça c'est certain. Donc voilà. Donc, pour observer tout ça, il faut doser l'HbA1c. Vous verrez qu'il y a des gens, il y en a certainement pas mal, qui ont cette foutue habitude de sucre à 16 heures, qui ont des HbA1c défavorables, pour ne pas dire pathologiques, qui ne le savent pas, qui ne sont pas testés et qui devraient être testés et rectifier le tir. Bon, maintenant, il y en a qui verront que ça fonctionne très bien et donc je ne m'adresse pas à ceux-là, hein, je vous le répète. Alors, ce qu'il faut maintenant, et ceci annonce une nouvelle capsule la semaine prochaine parce que visiblement je n'en aurai pas fini aujourd'hui, il faut vous rendre compte que ces sautes de sucre, et notamment celle de 16 heures, mais vous savez que celle-là en entraîne d'autres, puisque vous mettez les gens sur un mode de glucose oscillant. Eh bien, vous savez ce qui se passe, il n'y a pas que l'insuline qui rentre en jeu pour réduire les pics de sucre, il y a le cortisol. Et donc, chaque fois que vous avez ces sautes de sucre, vous avez une consommation de cortisol. Donc, cette stratégie met les surrénales à plat. Le cortisol vient de la prégnénolone, qui se transforme en cortisol après plusieurs étapes de sophistication de la molécule. Et il y a un manque de prégnénolone. Donc, je vous parlerai la semaine prochaine de la nécessité, pour remettre tout ça sur rail, d'aller doser la prégnénolone et de corriger si ce n'est pas bon. Voilà. Goliath est, comme vous voyez, en pleine forme. On va poursuivre la promenade et moi, mon temps est écoulé. À bientôt. Merci.